parce que le profil de Mohamed Mogouchkov était particulièrement sensible. Et pourtant, il a pu s'introduire dans le lycée Gambetta d'Arras hier et tuer un enseignant en le poignardant au couteau. On en parle avec Claude Moniquet. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent par ailleurs de la DGSE, c'était les services de renseignement extérieur. Ce sont vos anciens collègues de l'intérieur qui surveillaient ce terroriste, puisque la DGSI non seulement le surveillait, mais l'avait contrôlé la veille de l'attentat jeudi dernier. Comment se déroule la surveillance d'un profil pareil ? Alors la surveillance, c'est un art compliqué et son dimensionnement, son ampleur va dépendre des moyens et de la dangerosité supposée du personnage. Ce qu'on voit dans les films, la surveillance, on est suivi 24 heures sur 24, etc., c'est clairement du cinéma, bien sûr. Pour arriver à ce genre de choses, une surveillance physique totale, il faut engager grosso modo entre 25 et 30 fonctionnaires par tranche de 24 heures, à minima. J'ai connu des opérations dans lesquelles il y avait beaucoup plus de monde. Donc on voit bien que... La filature permanente est impossible, quoi. Sur la dizaine de milliers de gens qui sont fichés des radicalisés, il y en a entre 5 et 6 000 qui sont considérés comme particulièrement actifs et dangereux. C'est impossible de mettre 30 personnes derrière chacun d'entre eux. Ça ferait 150 000 agents. Évidemment, on les a pas, tout simplement. Sans dévoiler de secret, sans être trop précis, je peux vous dire que la capacité totale de surveillance simultanée en France, elle est inférieure à 500 personnes. Oui, donc on peut pas être partout. Concrètement, le contrôle a été malgré tout effectué jeudi, c'est-à-dire avant-hier, c'est-à-dire la veille du passage à l'acte. Ils ont même, les agents de la DGSI, été regarder ces messages. Comment se passe ce genre de contrôle ? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher comme indice ? Absolument. Alors, pour pallier l'impossibilité d'une surveillance complète et totale, ce qu'on fait, ce que les services font, c'est une surveillance dite active dans laquelle on va intercepter les communications téléphoniques, les messages électroniques, et puis effectivement faire ponctuellement des surveillances physiques et des interpellations pour maintenir un niveau de pression sur l'individu et pour effectivement s'assurer qu'il n'est pas armé, qu'il ne transporte pas de matériel dangereux et pour inspecter ses moyens de communication. C'est ce qui s'est passé. Et donc on peut dire que du point de vue du renseignement, je sais que c'est terrible à dire le lendemain d'un drame comme celui d'Arras, mais du point de vue du renseignement, le travail a été fait correctement en fonction des moyens disponibles. Exactement, avec les moyens du bord en quelque sorte. Maintenant, creusons un petit peu plus le profil de ce jeune homme. Il est dans une famille manifestement à problème. Son frère aîné a été condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Il préparait il y a 4 ans un attentat contre le palais de l'Élysée. Son plus jeune frère, celui qui a tué un enseignant hier, Mohamed Mogouchkov, était chargé de divulguer, de publier sur les réseaux sociaux les images de l'éventuel attentat. Comment se fait-il qu'un individu manifestement aussi dangereux, aussi identifié, ait pu continuer à être dans la nature ? Alors, j'ai même lu ce matin, mais je n'ai pas encore vérifié, que le père de cette fratrie lui-même a été expulsé en 2018. Il a été expulsé, effectivement. On est en face d'une famille intéressante, clairement. Alors pourquoi ? D'abord, il faut bien dire qu'ils ne sont pas passés sous le radar. Non. L'administration avait demandé l'expulsion de cette famille. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une levée de bouclier dans une série d'associations qui font leur boulot, d'accord. Mais enfin, en 2014, effectivement. En 2014. Sauf qu'à l'époque, en 2014, c'est important de le rappeler aussi, à l'époque, Mohamed Mogouchkov avait 9 ans. C'était pas encore un terroriste, donc c'est vrai que c'était un autre contexte. Et malgré tout, comment se fait-il que quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui est fiché S, puisque surveillé activement et complètement par nos services de renseignement, identifié comme dangereux, soit toujours sur le territoire ? Claude Moniquet, sera ma dernière question. Eh bien, il y a des aspects légaux. D'abord, des aspects légaux. Arrivé sur le territoire français avant l'âge de 13 ans, ayant vécu plusieurs années de manière stable en France, même si sous surveillance de la police, il est très difficile à expulser. Et deuxièmement, il y a une question politique. Il y a un moment donné où, face à la levée de bouclier des associations, la préfecture, le ministère de l'Intérieur doivent avoir le courage de trancher. Manifestement, dans le passé, pour cette famille, ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, hier à Arras, un professeur innocent et 2 de ses collègues
on en payait le prix. Et on n'a pas assez d'agents de renseignement pour surveiller tout le monde. En tout cas, c'est aussi l'enseignement de ce triste week-end. Merci beaucoup, Claude Moniquet. Merci. Pour ce énième éclairage, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. On aimerait vous inviter pour commenter les bonnes nouvelles. Malheureusement, c'est vrai qu'on vous appelle souvent après les attentats. Merci à vous. Vous écoutez Sud Radio.